Bonjour, Patrick Blanchon, artiste peintre. Bienvenue dans cette 10e émission. Cette semaine, le thème de l'atelier d'art plastique que je propose à des enfants de 7 ans était un thème que je voulais sur le bonheur. Donc je leur ai demandé à chacun ce qu'ils pensaient sur le bonheur, quelle était leur définition du bonheur. Et nous avons traversé comme ça un certain nombre d'idées. Et assez rapidement, tous les enfants se sont rendus compte que le bonheur, ce n'était pas obtenir quelque chose. L'un m'a dit ah oui, j'avais commandé une console Wii et ça me faisait plaisir, j'attendais vraiment ça depuis longtemps. Et quand je l'ai eu, j'ai joué 5 minutes avec et déjà j'ai découvert que j'étais déçu. Alors j'ai joué un petit peu pour faire plaisir à mon oncle qui me l'avait offert. Mais en fait, déjà, j'avais plus autant envie de cette console. Alors on a continué comme ça à discuter autour du bonheur, et finalement, quand on avait créé des petits animaux en papier mâché, je leur ai demandé si l'idée c'était pas de faire interagir tous les animaux qu'on avait créés auparavant pour faire réaliser un petit film d'animation, un stop motion. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, tous ont fini par dire, tous seraient malheureux à un moment donné, chaque animal. Alors, il y a des papillons, il y a un crocodile, il y a une grosse araignée, il y a plusieurs types, il y a une licorne également. Et donc, tous seraient dans un état, en fait, de malheur et désireraient s'en sortir. Et pour cela, il faudrait tous qu'ils partent de l'endroit où ils sont pour se rendre à un autre endroit. Alors donc là c'était une question intéressante. Est-ce qu'il suffit en fait de partir de l'endroit où on est pour trouver le bonheur en fait ? En fait, est-ce que le bonheur est ailleurs ? Ailleurs qu'en soi ou ailleurs que chez soi ? Et donc un lieu imaginaire a été inventé par les enfants, et ce lieu, c'est une clairière où en fait chaque animal finirait par arriver et faire connaissance avec les autres. Et ils ont appelé ça la clairière des éclopés de la vie. Et en fait, on en est là actuellement, c'est-à-dire que chaque animal fait la rencontre des autres, raconte un peu son histoire et finit par se lier d'amitié avec les autres. Et peut-être que pour les enfants, en fait, cette interaction avec les autres correspond peut-être à l'idée qu'ils se font actuellement du bonheur. Et donc, cette interaction, bien sûr, dans le sens déjà d'écouter ce que l'autre a à dire, et éventuellement pouvoir l'aider, peut-être par cette écoute, et puis par... Alors, il y a eu un des enfants qui a dit « Ah, mais ça serait bien de trouver un vieil arbre creux, et puis chaque animal rentrerait aussi dans l'arbre et aurait des épreuves à passer. » Alors pour cela, ils ont inventé tout un tas de stratagèmes suivant la couleur de l'eau d'une rivière en fait qui passerait à travers la clairière. Le matin, elle serait de couleur bleue. À l'heure du déjeuner, elle serait couleur chocolat. Et le soir, elle serait couleur de grenadine ou de sang. Et donc, il y aurait un des animaux qui irait chercher une petite quantité d'eau. Et cette petite quantité d'eau de la rivière aurait la possibilité, en fait, si on la porte jusqu'à l'arbre, d'ouvrir une petite porte. Là, l'animal rentrerait, passerait des épreuves et
découvrirait en fait le bonheur. Alors, dans ce lieu où je donne des cours, des ateliers, j'ai plusieurs tranches d'âge. Donc j'ai les petits dont je viens de parler, et puis ensuite j'ai des enfants qui sont au collège, qui sont un petit peu plus âgés, et puis le dernier groupe, c'est un groupe d'adolescents. Et j'ai posé la question à chaque groupe, en fait, puisque l'idée, c'est l'idée, c'est de réaliser une exposition au bout d'un cycle de travail sur ce que tous ces enfants pensent du bonheur, et d'appeler ça peut-être le bonheur ou à la recherche du bonheur, peut-être comme intitulé d'exposition. Et ce qui m'a frappé, c'est que plus j'allais vers les ados, et moins il y avait d'idées sur ce que pouvait représenter le bonheur. Ou alors c'était des idées énoncées avec un peu d'ironie, comme si en fait le bonheur n'était pas une priorité pour les tranches d'âge un peu plus évoluées, un peu plus grandes, et comme si le bonheur en fait c'était un peu un gros mot, comme l'amour d'ailleurs, parce que quand on parle avec les enfants, la première idée qu'ils associent pratiquement à l'amour, l'amour entre un garçon et une fille, c'est d'ailleurs que ça au démarrage, hein, c'est l'amour entre un garçon et une fille qui tout de suite est interprété comme quelque chose de pas de cochon, mais c'en est pas bien loin, quoi, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui freine, qui bloque énormément sur cette notion d'amour. Alors, soit on la moque, hein, soit on la tait, voilà. C'est quelque chose qui est vraiment un peu tabou, quoi, en fait. Hein, voilà. Et quand je regarde tous les réseaux sociaux actuellement, je vois des petits cœurs, je vois des petits pouces, je vois tout un tas de choses comme ça, des interactions entre les gens, qui sont les signes, en fait, voulus d'un amour. Ah oui, j'aime ton travail, ou j'aime ce que tu as dit, ou j'aime ceci, ou j'aime cela. Et il y a, à mon avis, une très grande confusion, bien sûr, dans ce que peut représenter, en fait, l'amour, y compris chez les adultes. Alors, le bonheur et l'amour. En fait, c'est deux thèmes que je rapproche comme ça un peu par hasard, hein, puisque je fais toujours pas de plan pour réaliser mes émissions. C'est des choses qui viennent, peut-être qui me travaillent dans la journée, et puis finalement, quand j'arrive devant mon micro, tout se met en ordre, un peu comme un tableau. Et voilà, donc le bonheur et l'amour. Quels sont les liens qu'on peut trouver entre le bonheur et l'amour ? Eh bien, c'est un peu les mêmes, en fait, quand je regarde bien. C'est-à-dire aller à la recherche de l'amour, par exemple, c'est un peu aller vers un objet extérieur au début, c'est-à-dire qu'on est attiré par une personne. Et pourquoi est-ce qu'on est attiré par cette personne ? Alors, c'est souvent pour des raisons, en fait, de miroir au début, c'est-à-dire qu'on voit des choses chez cette personne qu'on aimerait peut-être bien avoir en soi, ou on détecte des choses. C'est souvent très narcissique au démarrage, l'amour. Le premier contact avec l'amour, c'est souvent une erreur, en fait, une erreur d'adressage. Et donc on se casse la figure, forcément, et on se rend compte que cet amour qu'on pensait avoir pour l'autre n'est pas l'amour, en fait. Et c'est dans la séparation, dans la distance, en fait, qu'on prend avec cet amour qu'on pensait avoir, que l'on s'en va un peu plus profond dans ce sentiment d'amour. C'est-à-dire quand on a cessé de lutter, en fait, pour obtenir quelque chose de l'autre, on a toujours l'impression d'être dépossédé, d'ailleurs, d'un amour de jeunesse, notamment. Et c'est quand on a pris de la distance, en fait, avec ça,
que quelque chose s'ouvre et qu'on va un peu plus profondément dans l'amour. Et qu'en fait, on pourrait se dire, alors on se le dit peut-être pas dans les premières expériences parce que c'est assez cruel et assez douloureux, on n'a pas forcément le recul pour le voir tout de suite, mais si plus tard on a le même type d'expérience qui revient assez souvent finalement, on s'aperçoit que l'amour, c'est souvent laisser l'autre tel qu'il est et s'éloigner de lui pour qu'il reste ce qu'il est. Enfin moi, c'est ce que j'ai conservé comme expérience de bon nombre d'histoires amoureuses. Alors donc, du coup, ça fait réfléchir sur ces histoires d'interaction avec les autres, autant pour la recherche du bonheur que pour la recherche de l'amour. Alors, on n'est pas loin à partir de ça, d'être tenté, en fait, de sombrer dans l'amour universel, et beaucoup tombent là-dedans. J'y suis tombé également, bien sûr, hein, de se dire, c'est pas une personne qu'on peut aimer, mais c'est tout le monde. Enfin, aimer tout le monde, ça veut rien dire non plus. Hein. Donc, du coup, on revient assez rapidement de cette histoire d'amour universel, parce qu'il y a quelque chose de factice, hein, qui rassure en fait une partie de nous, qu'on pourrait appeler le mental. Toujours lui, hein, vous allez me dire, je lui en veux, mais c'est vrai qu'on peut considérer qu'il est responsable de 90% de nos déboires, ce mental. Parce qu'en fin de compte, il transforme tout, on fait des belles constructions avec lui, et il nous gêne souvent pour écouter en fait notre cœur. C'est quand on en arrive à bout de souffle en fait, avec nos tergiversations, avec nos plans sur la comète, hein, avec un tas de choses, que finalement il se tait, et à ce moment-là, le cœur peut commencer à être entendu. C'est pour ça que dans beaucoup d'histoires en fait, de chevalerie, de héros dans les légendes, il faut qu'ils passent à travers un tas d'épreuves pour s'user finalement, pour avoir une usure. Donc cette usure, elle est consubstantielle à la recherche du bonheur comme à la recherche de l'amour. Alors, je parlais en fait de l'amour universel, et quand on se rend compte qu'on s'est trompé avec cette notion aussi d'amour universel, on va encore un peu plus loin, plus avant encore dans cette notion d'amour. Alors on peut très bien tomber En fait, on tombe dans l'ennui, ça c'est sûr, parce qu'une fois qu'on a épuisé l'amour narcissique et l'amour universel, on est coincé d'une certaine mesure. Alors on a plusieurs pistes ensuite pour continuer. On a la première qui est tomber dans l'ennui. En fait, on ne tombe pas dans l'ennui, c'est lui qui nous tombe dessus comme une chape de plomb. Et à ce moment-là, il y a quelque chose se produit. Alors ça me rappelle un roman de Kundera qui dit, alors c'est, je ne sais plus dans quel bouquin c'est, est-ce que c'est dans l'insoutenable légèreté de l'être, ou bien c'est dans la plaisanterie, je ne sais plus. Ceux qui connaissent bien Kundera pourront peut-être me laisser la référence après en commentaire. Mais en fait, ce que je me rappelle, c'est un maître nageur en fait qui se tient au bord d'une piscine, et il y a une dame âgée qui est dans l'eau et qui fait un petit signe à une copine ou peut-être au maître nageur, je ne sais pas. Et le narrateur, en fait, en voyant ce petit signe, se rappelle d'un prénom, en fait. Et du coup, ça déclenche toute une réaction en chaîne de choses déjà vues, c'est-à-dire une très longue répétition, en fait, à partir de ce geste qui se propage, en fait, dans sa mémoire. Et voilà, c'est la répétition, en fait, de quelque chose qui se répète à l'infini. Et il y a un autre écrivain que j'ai lu quand j'étais jeune, qui s'appelle Alberto Moravia, et notamment il a écrit un livre sur l'ennui. Et dans ce livre, il y a une phrase en fait qu'il dit. Il dit: l'ennui, c'est une relation figée avec le monde. Alors je crois que c'est l'histoire d'un peintre qui
qui tombe amoureux d'un modèle, enfin bon, amoureux, c'est toujours entre guillemets dans ce cas de figure, et bref, ça se passe jamais bien de toute manière, donc voilà, il y a un ennui comme ça qui commence à lui tomber dessus, et donc Moravia dit, voilà, l'ennui, c'est une relation figée avec le monde. J'aime bien répéter la phrase parce que elle est, à mon avis, très très importante dans ce que j'ai pu en fait comprendre de l'ennui. Alors on peut y rester plus ou moins longtemps dans cet ennui. On peut essayer de le fuir également. Et souvent la fuite de cet ennui, dans mon expérience personnelle, a été de réactiver des désirs, de me laisser guider en fait par des désirs, plus que par cette histoire d'amour en fait. Revenir un peu à l'animalité et chercher à rassasier en fait une part d'animalité pour contrer en fait cette notion d'ennui. Jusqu'à ce que je comprenne que ça ne serve à rien et que je m'assoie vraiment au milieu de l'ennui. Alors ça m'est arrivé dans un appartement parisien et ça a été un sale moment quand même à passer parce que j'étais scotché. Alors heureusement que j'avais un job et qu'à heure fixe il fallait que je parte de chez moi et que j'aille travailler parce que au moins ça me faisait traverser la ville et puis rencontrer d'autres personnes. Mais sinon, c'était une espèce de sensation de vide total, et où rien ne se passe, où rien ne peut se passer, et la répétition perpétuelle de tout. C'est-à-dire que quand j'entendais une conversation dans la rue, je l'avais entendu 1000 fois. Quand je voyais quelque chose, je voyais un couple par exemple, pour moi ça représentait 1000 expériences comme ça de couples que j'avais déjà vus et qui se disaient les mêmes choses. Donc c'était assez pénible en fait comme expérience. Et puis à un moment donné, la vie a repris. Alors je peux pas me souvenir en fait quand cet ennui s'est retiré véritablement. J'ai pas de repère particulier, mais je sais qu'à un moment donné ça s'est terminé. Et ça s'est terminé, alors si, peut-être étrangement, parce que du coup j'associe à la rencontre d'un bouquin de Saint-Jean de la Croix, en fait, qui s'appelle La montée au Carmel, je crois, ouais. Et où il raconte en fait que les nonnes doivent traverser une sacrée période d'ennui également, avant que la grâce ne leur tombe dessus. Donc là, on est dans un cadre religieux et on parle de foi, quoi, en fait. Hein. Alors ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas chercher la foi. Il faut qu'elle nous tombe dessus. Enfin, on ne peut pas chercher la grâce, quoi. Elle nous tombe dessus ou pas. Alors c'est pour ça que quelque part, tous les gens qui sont en quête de spiritualité que je connais, enfin j'en ai connu pas mal, moi également, hein, d'ailleurs, il y a une erreur quelque part qui s'effectue, c'est qu'on pense trouver la grâce dans le mental. En fait, on cherche toujours un moyen de s'en sortir. Que ça soit de cette histoire de bonheur, que ça soit cette histoire d'amour, que ça soit cette histoire d'ennui, on cherche toujours des subterfuges en fait pour s'extraire du pire, parce que évidemment qu'il y a un pire qui se trouve tout en dessous et on veut surtout pas le voir. Donc on cherche toutes les possibilités en fait pour ne pas le voir et le fuir. Alors j'aimerais parler du bouddhisme maintenant, puisque là on parle un peu de la grâce sous l'angle catholique. Et pour les bouddhistes, une des 4 nobles vérités en fait du bouddhisme, qui n'est pas la moindre, c'est la réalité de la souffrance en fait. Déjà d'une, il est clair que la souffrance est vraiment notre fondement, enfin tous les êtres souffrent. Et le second précepte en fait c'est la compassion. Alors moi je préfère énormément cette histoire de compassion en fait à cette histoire d'amour. Elle me paraît plus intéressante,
Donc après, bon, elle est certainement aussi discutable que les autres, mais c'est la version soft en fait. Hein. Ça veut dire qu'en fait, on devrait faire attention à tous les êtres vivants qui nous entourent, parce qu'ils ont tous vécu des milliers de vies. Hein, les bouddhistes croient à la réincarnation. Et chaque animal, même le moindre, que ce soit je sais pas, une fourmi, une guêpe, une araignée, a déjà vécu des milliers et des milliers de vies, soit sous la forme d'une pierre peut-être pendant des milliers d'années, soit sous la forme végétale, soit sous la forme animale, et puis on arrive à nous, enfin au vivant, quoi, en fait, à l'animal. Alors ça peut être des insectes, ça peut être des animaux, peu importe. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que chaque être vivant a déjà une expérience antérieure énorme. Et c'est pour ça que les bouddhistes, en fait, font attention à tous ces êtres, hein, et que le lien, en fait, qu'ils effectuent systématiquement passe par la compassion. Et en même temps par une acceptation de la nature de chacun. On ne cherche pas à ce que l'autre soit meilleur, ou on n'essaye pas de le changer, on l'accepte tel qu'il est, et on sait que c'est son chemin. On sait que la personne, quelle qu'elle soit, a un chemin à suivre, et en est à un certain niveau de son chemin, et qu'il n'y a pas de relation, en fait, de compétition entre soi et les autres dans ce domaine-là, puisque on vient sur Terre pour apprendre quelque chose de particulier. On sait déjà pratiquement tout dans l'absolu, mais on a besoin de revisiter peut-être certaines parties, et un peu comme si c'était une bibliothèque où on venait et puis qu'on vienne chercher de la documentation. Donc on repasse par un certain nombre d'exercices. On a des retours par rapport à ces exercices, un peu comme des corrections d'un professeur ou d'un instituteur. Et puis on repart d'où on vient. Alors je ne sais pas d'où on vient, bien sûr, mais on y repart. Et donc, cette notion de compassion me paraît vraiment en tout cas pour moi, plus utile que cette notion d'amour, qui me paraît quand même avoir des contours assez confus. Alors finalement, entre le bouddhisme et puis Saint Jean de la Croix, finalement, c'est peut-être ça qui m'a aidé à m'extraire de l'ennui, c'est-à-dire que peu à peu, mon point de vue a changé, et ma relation avec le monde s'est modifiée, et j'ai porté une attention aux autres peut-être différente, aux autres, au monde en général. Donc finalement, ça valide la définition d'Alberto Moravia, qui disait donc que cet ennui est un angle de vue, en fait, qu'on maintient avec le monde, et dont on ne veut pas, en fait, se départir. Alors il y a un autre auteur qui me vient maintenant à l'esprit, c'est Carlos Castaneda. Alors Carlos Castaneda, je fais je souffle, parce que pour moi c'est un pavé. Je ne sais plus combien de livres il a écrit, mais j'ai dû presque tous les lire. Et je les ai lus à deux périodes de ma vie, en fait. Je les ai lus quand j'avais 18 ans. Donc ça a commencé par L'herbe du diable et la petite fumée. C'est l'histoire d'un ethnologue qui part pour faire une thèse, en fait, sur les plantes hallucinogènes et puis les rituels associés des Indiens Yaqui autour de ces plantes hallucinogènes, et qui découvre donc un vieil Indien qui s'appelle Don Juan. Et Don Juan, finalement, le confronte à son opinion, à sa vision du monde cartésienne, et lui fait découvrir qu'il y a tout un tas d'autres choses en dehors de cette vision cartésienne qui sont tout aussi valables. Et donc ça m'a introduit, en fait, à la notion de grille de lecture du monde. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir le monde avec une certaine grille de lecture qu'on nous a appris, c'est notre éducation, c'est tout ça. Et cette grille de lecture, elle correspond finalement à ce que je disais de l'ennui, c'est-à-dire qu'on a une certaine manière de voir le monde, et puis on construit avec cette manière de voir tout notre univers.
Et si on s'écarte un peu de cette grille de lecture, ce qui arrive en cas de grosse douleur, en cas de catastrophe, en cas d'ébranlement de soi, à ce moment-là, on découvre que cette grille, elle est susceptible d'être mise en question. Et là, c'est assez étrange ce qui se passe. Donc je reviens à Carlos Castaneda. Je ne vais pas vous faire tout l'énoncé en fait de la philosophie de Carlos Castaneda via les Indiens Yaquis qu'il a rencontrés. Si vous êtes intéressé, franchement, lisez ses livres. Mais quelques petits points quand même. Ce fameux sorcier Yaqui, qui est un sorcier donc, a une façon en fait de faire passer Castaneda d'un point de vue à un autre, et il lui donne une tape en fait dans le dos au niveau des omoplates, et il modifie ce que lui appelle le point d'assemblage. Le point d'assemblage, c'est un lieu en fait physique, c'est le lien qu'on a avec la réalité, qu'on se fabrique. Et donc en tapant comme ça sur un endroit précis du dos, ça a la possibilité en fait de modifier cet angle de vue. Alors ça, j'ai trouvé cette idée géniale. Donc je l'avais lu à 18 ans, puis moi j'étais resté sur le côté sorcellerie, et je m'étais pas trop attardé en fait sur cette histoire de point d'assemblage. Ça m'avait pas fait tilt à l'époque. Et puis en cheminant, etc., en rencontrant la psychanalyse notamment, en rencontrant tout un tas de choses finalement, je me suis dit quand même que c'était une sacrée métaphore de la manière dont on pouvait changer en fait sa grille de lecture, et peut-être qu'il est possible en fait que certaines civilisations, certains chamans notamment, aient ce pouvoir en fait de peut-être toucher une partie du corps, pourquoi pas, hein. On découvre maintenant que l'acupuncture, par exemple, a des vertus extraordinaires, on découvre un tas de choses. Donc pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas effectivement un lien physique avec une réalité qu'on aurait construit peut-être, hein, qu'on aurait tissé, ça serait comme une espèce d'organe qu'on aurait fabriqué avec cette réalité, pas visible, mais qui existerait, et en modifiant en fait l'orientation de ce lien, on découvrirait d'autres réalités, et à ce moment-là, une aventure extraordinaire commencerait. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je dépasse en fait le format que je me suis imparti, et j'en aurai pour des heures à raconter tout ça. Donc je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée, et je vous dis à la prochaine émission. À bientôt.